Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Berruyer, chef cuisinier à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour chef. Alors bonjour mesdames, messieurs, bonjour Laura. On va tout d'abord représenter ce qu'est la Chambre de commerce et d'industrie. Alors tout d'abord, chef, c'est effectivement un peu galvaudé, hein, je suis avant tout enseignant-formateur. Alors la Chambre de commerce, c'est la CCI des Hautes-Alpes, donc qui est basée sur Gap, mais également qui a une antenne Briançon, qui est plus axée, je dirais, sur les métiers du sport, de la montagne, de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi et avant tout sur le contexte entrepreneurial et bien sûr fixation économique pour bien sûr aider le bassin économique entrepreneurial. Et vous formez donc à la cuisine de montagne des CAP cuisine et prochainement jusqu'au bac plus 5. Alors oui, tout à fait, nous allons élever notre choix dans le sens où effectivement dans le cadre des CAP et des brevets professionnels ou des CAP de pâtissier, nous souhaiterions effectivement élever le niveau pour des raisons multiples hein, qui sont avant tout la fixation bien sûr du contexte professionnalisant local, mais aussi également pour garder nos jeunes, hein, qui est impératif. Et aujourd'hui, on va régaler nos auditeurs. On va partir avec des recettes briançonnaises ou en tout cas locales. Oui, locales avant tout. Donc, on va commencer avec la tourte aux choux. Alors, la tourte aux choux, effectivement, on va ce programme. Hein, beaucoup de personnes se disent « Oh là là, le chou, hein, ça va être un peu trop fort, ça va être trop goûteux ». Il y a plusieurs façons pour faire la tourte aux choux. Vous avez la fameuse tourte aux choux qui se réalisait dans la vallée de Serre-Chevalier, hein, et qui était en fait l'appellation vernaculaire, la tourte aux blettes. Alors blettes, à ne pas confondre avec les blettes ou blédons, hein, ou joutes ou poirées, qu'on appelle dans le Nord, hein, qui sont une herbe avec la feuille et la côte tendre. Là, effectivement, nous parlons d'un chou qui peut être un chou lisse, ou un chou paumé, ou un chou frisé, appelé plus communément le chou de Milan. Ce chou, effectivement, il peut être travaillé cru ou cuit. Quand il était cru, il était coupé de manière grossière, non équeutée, hein, on a laissé les côtes, et puis, bien sûr, 2 carottes crues, d'un morceau de lard, quand ce n'est pas un lard de bœuf, hein, qui ne s'appelle pas bien sûr le lard, puisque le lard n'est réservé qu'au cochon, mais empiriquement parlant, le cochon était très peu utilisé dans les Hautes-Alpes. Hein, il est venu que bien tardivement, on utilisait plutôt le bœuf ou le veau, et on mettait un gros morceau de gras de bœuf, hein, appelé graisse concrète, et qui fondait directement dans la tourte. Et l'appellation blette est en fait tout simplement des excréments, ou les selles si vous préférez, des ovins ou des caprins. Alors quand arrivait l'automne, on coupait du bois. Ce bois, on en faisait bien sûr à toutes les branchailles un énorme talus. Et de ce talus, donc on faisait prendre les braises. Et sur ces braises, pour éviter qu'elles se consument rapidement, on mettait dessus ces fameuses galettes d'ovins appelées les blettes. Et puis, bien sûr, le village préparait des grosses cocottes en fonte où l'on fonçait. Alors foncer, ça veut dire garnir d'une pâte très épaisse à base de farine, d'eau, de sel et de lard gras ou de blanc de bœuf. On tapissait le fond d'une épaisseur de 3 à 5 cm d'épaisseur, tenez-vous bien. Quand même. Tout à fait, c'était relativement copieux. Et où l'on mettait à l'intérieur de cette cocotte foncée avec une épaisseur de couche de pâte assez importante, toute la garniture, les carottes coupées en grosses paysannes, c'est-à-dire coupées en gros morceaux, qu'on appelle plus communément en cuisine émincés, et le chou coupé en quartiers, les morceaux de lard, éventuellement un morceau d'agneau ou de gibier à l'intérieur. Tout ceci allègrement assaisonné, épicé avec du sel, du poivre, des condiments, un trait de vinaigre, du vin blanc, mais aussi une noisette de beurre, quand bien sûr les moyens le permettaient, ou un petit filet de crème. Tout ceci rabattu de pâte, et puis l'on lutait, c'est-à-dire le couvercle était enveloppé également de pâte,
est coulé et coupé sur la baisse directement du couvercle, afin d'effectuer ce qu'on appelle un jointage, qui permettait tout simplement de lutter la pâte au couvercle et donc d'effectuer un joint étanche avec une légère petite aspérité, une petite entaille sur le côté qui permettait l'évacuation d'humidité. De ce fameux brasier où il y avait les galettes. Voilà, les fameuses galettes, on faisait un petit trou à l'intérieur et on lovait bien sûr les cocottes à l'intérieur et on remettait la cendre avec à nouveau des blettes dessus pour que ça se consume bien sûr gentiment et lentement, afin bien sûr, vous le savez, tous les ruminants, tout à fait, les ruminants bien sûr, quand ils éliminent leur sel, il y a une partie qui n'a pas été intégralement, je dirais, digérée, et donc il reste encore tout un conglomérat ou un agrégat d'aliments qui n'ont pas été intégralement digérés, et donc qui vont permettre d'effectuer une consommation, je dirais, d'énergie lente, douce, c'est-à-dire une cuisson, on pourra dire, extrêmement réduite. Et donc des températures relativement basses qui permettaient de cuire directement dans la cocotte pendant environ 3-5 heures. Au bout de ces 3-5 heures, bien sûr, on retirait la cocotte, on cassait allègrement le couvercle, qu'on appelle le luth, c'est-à-dire le joint d'étanchéité réalisé avec une pâte, souvent du restant de la pâte, qui pouvait être une pâte de boulanger ou une pâte tout simplement à base de farine et d'eau et de sel, pour effectuer le joint, ou de restant de la pâte proprement dite. Et, bien sûr, ce repas de roi de cette fameuse tourte était consommé, je dirais, pendant les périodes d'hiver ou automnales, et permettait bien sûr d'être servi en famille ou avec des amis autour, bien sûr, d'une belle tablée, et qui permettait bien sûr de festoyer avec les légumes, la viande, la jutosité, la moellosité, tous les parfums qui sont restés dans la cocotte, et bien sûr des recettes qui sont extraordinairement riches, que s'appelle la tourte au chou, ou appelée plus communément la tourte aux blettes, au chou. Donc cette tourte au chou, est-ce qu'on peut avoir la recette, Laurent ? Alors la recette, oui, vous l'avez. Alors vous avez plusieurs possibilités de la trouver, cette tourte au chou. Vous pouvez effectivement regarder sur le site de la CCI Hautes-Alpes. Vous pouvez regarder aussi également sur le centre botanique, je dirais, du parc national des Écrins, qui est au domaine de Charence, à Gap. Et puis vous avez aussi également au niveau du parc national des Écrins, peut-être au niveau du col du Lotaré, où ils ont certainement des archives sur cette fameuse tourte au chou et toute l'historique correspondant bien sûr à toutes les appellations vernaculaires ou les appellations locales ou régionales qui vont faire bien sûr des heureux, parce que cette recette peut être effectivement, entre guillemets, cultivée, adaptée, mais aussi également modernisée allègrement selon les techniques et bien sûr les moyens alloués correspondant au temps dont vous disposez. Et on va passer à la truite aussi, un autre mets briançonné. Oui, alors avant de passer à la truite, une petite transition. Cette tourte, on peut très bien la servir avec une sauce. Souvent on avait un petit peu de jus dans le fond de cuisson de la tourte au chou, que l'on appelle un fond de braisage, c'est-à-dire où ça a cuit dans les braises, d'où l'appellation braisée, même si la cuisson de la tourte se fait clocher et bien sûr enveloppée de sa pâte, donc forcément on est plus dans une cuisson rôtie que braisée, même si braisée et rôti sont des cousins extrêmement voisins, culinairement parlant. Et donc effectivement on peut réaliser une sauce à base de crème aigre, additionnée avec du vin blanc, éventuellement du vinaigre, du sel et du poivre, et qui est agrémenté bien sûr avec finesse, ce fameux chou au lard, à la poitrine, avec une épaule d'agneau, avec à l'intérieur pourquoi pas un morceau de bœuf. Il y a plusieurs adaptations, et bien sûr dans le cadre où il y a du gibier, si dans cette tourte au chou vous la mariez avec le gibier, avec des volatiles que sont du chamois, du sanglier, ou pourquoi pas un faisan,
eh bien là, effectivement, il faut pas avoir peur d'épicer avec du 4 épices, de la baie de genièvre, et pourquoi pas un petit trait de cognac ou de génépi si vous préférez le génépi, ou tout simplement un verre de bière locale en vue d'accommoder, je dirais, cette subtilité qui va donner la finesse avec des équilibres de saveurs que sont les produits locaux. Alors pour la truite, la truite, elle peut venir de plusieurs endroits. On a effectivement la truite de Châteauroux qui est avant tout à mettre en exergue. Et puis bien sûr les produits locaux que sont le panier alpin, que sont tout ce qu'il peut y avoir en termes de produits locaux dans le département, avec une traçabilité effectivement où la sectorisation est importante, donc de circuits courts. Donc vous avez la fameuse truite des Hautes-Alpes. Alors il en existe 3 de truites pour aller très rapidement. Vous avez la truite arc-en-ciel, la truite fario et la truite ce qu'on appelle blanche ou la truite de montagne, c'est-à-dire d'altitude, la truite de lac ou truite blanche. Elles ont toutes des particularités. Je ne vais pas vous faire une explication plus précise. À vous d'aller un petit peu regarder dans les livres, ou éventuellement dans les documents qui parlent de milieux halieutiques, c'est-à-dire des domaines de la pêche, ou tout du moins de ceux qui aiment les produits d'eau douce. Et cette recette, en fait, est une réalisation empirique que l'on trouve quasiment sur tout le département, mais je tiens quand même à remercier un certain monsieur Jean Giono, tout le monde connaît de par sa littérature et son écriture, où il a séjourné bien sûr sur le Briançonnais et bien sûr dans la vallée de la Clarée, où effectivement plusieurs de ses amis et plusieurs de ses ouvrages ou des écrits prouvent et attestent que monsieur Jean Giono était quand même avant tout aussi également un fin épicurien. Et quand il est dans la Clarée et que on se retrouve avec des belles truites dans le panier, pas forcément pour lui pêcheur, mais des amis pêcheurs, et effectivement, ils avaient tendance à réaliser une belle recette qui s'appelle, cette fameuse recette, la truite au genaille. En fait, on marie des baies de genièvre. Vous savez que sur les versants sud du département et surtout les endroits qui sont plus exposés à l'adré, eh bien, on a ce qu'on appelle des genévriers sauvages. Et ces genévriers ont un goût effectivement de résine, mais aussi également giboyeux, de pommes, acidulé, un peu âcre, un peu amer, un peu astringent, et surtout un petit goût de résineux qui se marie à merveille avec la truite. Et cette truite, en fait, donc, elle était légèrement sautée à la poêle, additionnée avec un tout petit peu de beurre, et puis de l'ail et de la baie de genièvre en fin de cuisson. Cet ensemble était additionné d'un trait de vin blanc, de crème, ou ce qu'on appelle la crème de lait, ou fleur de lait, et terminé gentiment dans l'antre de la cheminée, ou sur le coin du piano, ou carrément dans un four, pour ceux qui avaient encore la capacité à avoir je dirais ce type de matériel à cette époque, et qui permettait bien sûr des cuissons beaucoup plus douces et beaucoup plus régulières. Et cet ensemble, en fait, est un mariage vraiment subtil entre l'ail, la genièvre, la crème et le vin blanc des Hautes-Alpes. Et cet ensemble donne cette fameuse truite braisée que l'on trouve, je dirais, quasiment toute l'année dans le département pour ceux qui connaissent la recette et ceux qui la réalisent, et peut être agrémentée avec des pommes rôties, des pommes fruits rôties, avec des pommes de terre aussi également braisées, ou tout simplement du potimarron grillé ou rôti au four, ou effectivement un riz arborio, version en crémeux, pour ne pas dire de nos collègues italiens qui vont faire bien sûr des fameux risottos à la piémontaise ou à la milanaise, agrémentant bien sûr différents produits et différentes adaptations. Particularité de cette truite, si ce sont des petites truites de 200, 400, 500, 800 grammes, généralement elles n'étaient pas écaillées. Par contre, quand vous avez des truites qui sont de plus d'1 kilo, là il faut penser bien sûr à les écailler. Pour la simple et unique bonne raison, l'écaille au bout de 800 grammes à 1 kilo, la truite, la rigidité bien sûr de la robe et des écailles sont trop tenaces et difficilement, je dirais, assimilables au niveau de l'organisme, donc il faut impérativement écailler la truite. Que dire encore sur cette fameuse truite au genaille ou à la Jean Giono? Eh bien effectivement on peut l'agrémenter selon les saisons. Si c'est plutôt en hiver, on va mettre à l'intérieur un trait de vinaigre à la fin de la cuisson pour gélifier les protéines de la truite, c'est-à-dire effectuer une sauce un petit peu plus, je dirais, ferme, avec la consistance de la chair qui va se rigidifier grâce à l'acidité.
Et puis en été, eh bien en fait, on va mettre du persil. Et en fait, dans le persil aussi également, il y a un ingrédient qui s'appelle la vitamine C, qui va effectivement rigidifier sous le fait, je dirais, des actions physico-chimiques, c'est-à-dire de l'action thermique, eh bien une gélification des protéines de la chair de la truite, mais également de l'épaississement de la sauce. Donc en fait, il y a aussi également le côté chimique que l'on ne connaissait peut-être pas forcément à cette période-là, mais où effectivement, de nos jours, on a quasiment toutes les cartes entre les mains pour pouvoir comprendre les mécanismes d'une cuisson, mais surtout aussi également toutes les résultantes selon les ingrédients que l'on va ajouter dans un produit pour obtenir telle ou telle consistance, texture ou saveur dans les équilibres. Parfait, merci beaucoup pour cette truite. On va passer aux pommes rôties de Noël, c'est d'actualité? Alors oui, les pommes rôties de Noël, alors si possible, effectivement, les pommes, vous le savez, dans le département, on a quand même un choix quand même assez varié, même si effectivement dans le nord des Hautes-Alpes, c'est-à-dire dans la partie la plus septentrionale, c'est-à-dire sur le bassin briançonnais et bien sûr toute la partie du nord, c'est-à-dire sur la Grave et bien sûr le Lotaré et Villard-d'Arène, ces pommes-là étaient bien sûr colportées par le biais de bourgeoisins et bien sûr aller récupérer quelquefois même jusqu'au marché de Grenoble pour aller chercher bien sûr ces pommes, parce qu'effectivement on ne peut pas dire que la partie, je dirais, la composition des arbres briançonnais se prête aux arbres fruitiers. Alors bien sûr sur le sud du département d'autant plus, où effectivement on avait aussi également des recherches au niveau du marché sur l'Embruné, où la plupart des briançonnais choisissaient soit la partie nord, soit la partie sud du département pour aller chercher leurs fameuses pommes, puisqu'on faisait partie du Dauphiné. Alors effectivement sur la partie du nord plutôt du Dauphiné, sur la partie du sud plutôt la partie Provence. Mais néanmoins, la qualité de la pomme pouvait être variable, ça peut être de la Chantecler, ça pouvait être ce qu'on appelle la pomme, plus communément appelée la pomme de Risoul, qui se consommait plutôt crue que cuite, mais par extension pouvait être cuite. Et puis des pommes un peu plus, je dirais, endémiques également que la pomme de Risoul. Vous avez aussi également la pomme d'Embrun, ou la pomme d'Adam, et également la fameuse pomme du bassin gapençais, c'est-à-dire où là on va peut-être plus sur le sud encore du département, sur l'Épine, sur Serres, sur Rosan, où là on a des pommes, je dirais, de qualité, je dirais, à chair beaucoup plus ferme, et où bien sûr l'INRA dans les années 70 a développé ces fameuses pommes, je dirais, nouvelles, que sont la fameuse pomme golden, et ces pommes qui sont bien sûr reconnues dans le monde entier et qui ont le croquant et une saveur, je dirais, tout à fait exceptionnelle, dans la mesure bien sûr où elles sont de qualité. Alors ces pommes en fait sont évidées ou pas, non épluchées. On fait un petit trait tout autour de la pomme, on appelle ça cerner, c'est-à-dire on fait une entaille tout autour de la pomme, comme quand vous marquez une dorade ou quand vous marquez éventuellement un loup de mer sur le grill, ou quand vous voulez éventuellement entailler un magret de canard en vue que la cuisson de la graisse pénètre dans les chairs. Voilà, c'est le même principe. On fait une entaille tout autour de la pomme en vue d'éviter à cette pomme à la cuisson d'éclater. Voilà, d'éclater. Et puis on peut mettre une noisette de beurre, du miel dessus, et les anciens mettaient donc une petite noisette de beurre, une noisette de miel, généralement en poids égal, en termes ce qu'on appelle dans le jargon un temps pour temps, un poids identique, un plat légèrement beurré, et on mettait ça sur le coin de la braise avec soit un trait de vin blanc, soit de l'eau, avec à peu près une hauteur de 5 mm à 1 cm, et le tout cloché, c'est-à-dire cuit à couvert, pendant à peu près une 15 à une vingtaine de minutes. Dès que les pommes étaient à peu près rôties, et qu'à la pointe du couteau, selon bien sûr l'épaisseur, la masse volumique, la qualité du produit, était fondante, à partir de là, bien sûr, la truite était La pomme. La pomme, excusez-moi. Tu riras. Donc, la pomme, tu couperas certains passages. T'inquiète. La pomme était donc arrosée gentiment de son jus de cuisson, et avant d'être servie, on pouvait
aussi également y rajouter, alors ça c'est le petit secret final de la recette, un trait de crème et aussi un petit trait de vinaigre ou à nouveau, pourquoi pas dans certains cas, de gnôle ou d'eau de vie et si possible de pomme. Ensuite, cette pomme était légèrement réservée sur le coin de la braise et maintenue tiède, servie à une température de 30 à 40 degrés pour pouvoir permettre de donner toutes les saveurs qui étaient ce qu'on appelle le goût de la pomme. Une particularité tout au moins, c'est que cette pomme rôtie, c'était vraiment le délice de Noël. Pour la simple et unique bonne raison, pas beaucoup de desserts étaient sucrés, le sucre était relativement, je dirais, rare. Soit on utilisait du raisiné, soit de la mélasse, soit c'était des concentrés de fruits ou de jus qu'on avait fait réduire pour obtenir des pâtes plus ou moins équivalentes à de la mélasse, et qui permettaient bien sûr d'agrémenter cette préparation à base de pommes, ou tout simplement par un concentré de saveur, où quand la pomme elle cuit, elle effectue ce qu'on appelle un rejet de sucre et de pectine du fruit contenu dans la pomme, et qui par réduction permettait une caramélisation de ce que les enfants adoraient, mais pas que les enfants. Il faut savoir aussi également que les adultes adoraient ce produit, de par le fait, je dirais, de sa constitution, et bien sûr la finalisation caramélisée qui apportait une saveur exquise, pour ne pas dire délicieuse, au moment de Noël. Merci beaucoup Laurent. Je vous en prie. J'espère que on vous a un petit peu aiguillé sur certaines recettes qui sont, je pense, vraiment à exploiter, à développer, dans la mesure de votre créativité, de votre capacité à vous émerveiller. La passion, elle naît tout simplement du travail, de la volonté, de l'envie, et surtout d'un élément fondamental qui s'appelle tout simplement patience et longueur du temps permet, je dirais, le meilleur des profils en vue d'améliorer et de partager ces plats qui sont, je dirais, relativement simples à faire et surtout qui permettent de fédérer et de partager en des moments aussi importants que sont le partage et le plaisir autour d'une table avec des gens que l'on aime. Également, on refera, nous, d'autres émissions culinaires, mais vous en proposez aussi avec le service du patrimoine de Briançon lors des Gourmands d'Histoire. Oui, alors tout à fait, cette année, on va avoir plusieurs applications avec les collègues du patrimoine, c'est-à-dire avec Chiara et puis avec Michel, qui sont les deux, je dirais, investigateurs de cette activité, sous le biais bien sûr de l'UNESCO et du patrimoine local du Briançonnais, où nous allons effectuer effectivement 6 dates, les 13, 20 et 27 février 2024 et les 5, 12 et 19 mars, où nous allons effectuer des ateliers visites avec bien sûr des applications culinaires autour du métail, de la farine et des céréales de montagne et des recettes locales à base de champignons d'automne qui vont être bien sûr travaillées pendant la période hivernale et agrémentées avec ces pâtes qui étaient soit rôties, soit frites, en honneur bien sûr d'une extension des fameux pâtissiers qui sont devenus par extension bien sûr des confiseurs, mais avant tout des cuisiniers et qui vont devenir bien sûr par la suite d'excellents, je dirais, défenseurs des produits locaux et bien sûr des recettes locales. Merci beaucoup, à bientôt. Merci messieurs, dames, et puis une bonne continuation à vous. Et maintenant que nous avons bien éveillé nos papilles, nous allons suivre un conte avec Nicolas qui est féru de patrimoine et qui adore cela. Nicolas Colomban, c'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, tu vas nous emmener du côté de Guillestre pour une légende sur Noël. Exactement. Je vous emmène aujourd'hui faire un petit tour donc à Guillestre, cité carrefour entre le Queyral, Embruné, Lubail et le Briançonnais, où l'on racontait autrefois le joli conte dont je vais vous faire part maintenant. Mais avant tout, il nous faut préalablement décrire un peu l'endroit dont nous allons parler, qui s'appelle la rue des Masques. Alors il s'agit d'une formation géologique particulièrement remarquable,
qui se cache à 2 pas du village de Guillestre, entre le plateau du Simoust et la profonde gorge du Guil. Le Guil, qui a creusé cette gorge après la fonte de son glacier, avait sculpté dans ce conglomérat de galets et de grès cimentés par l'argile et du calcaire, qu'on appelle le Poudingue, un petit chenal qui fut plus tard abandonné des eaux pour se retrouver perché à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Donc c'est ce chenal, ce défilé de à peu près 10 mètres de large pour 300-400 mètres de long, qui est pris entre 2 parois de 20 mètres de haut qu'on appelle la rue des Masques. Donc c'est un endroit mystérieux où le soleil n'entre que très rarement et qui était évité des gens du coin parce qu'ils y voyaient un lieu rempli de toutes sortes de sorcelleries. Donc on racontait en effet qu'il avait été formé suite à un tremblement du sol qui avait ouvert la roche au son de murmures étranges dans une langue inconnue et que des phénomènes bizarres s'y produisaient. Le soir, dans la brume, des lumières couraient, des chants et des appels mystérieux y résonnaient. Des formes menaçantes, naines ou géantes, voulaient entraîner les passants qui s'enfuyaient, comme par exemple le monolithe qu'on appelle la main du Titan, avec sa forme fantastique et qui se dresse à l'entrée de cette impénétrable rue des Masques. Alors le nom même de cette rue des Masques n'a rien à voir avec le carnaval, mais avec le patois « masque » qui veut dire « sorcier ». On croyait d'ailleurs que c'est là que se réunissaient les sorciers et les sorcières pour célébrer le sabbat. Il y a même un curé du coin qui écrivait à ce sujet en 1737 qu'on se livrait là-bas à toutes sortes de rituels diaboliques pour, ce sont ces mots, rendre hommage au bouc et embrasser le derrière de cette bête démoniaque. Waouh! Et donc tous ceux qui osaient s'y aventurer le soir risquaient de plus jamais en revenir, car ils restaient prisonniers de ces sorciers. Alors je vous attends là à me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de sorciers, de sorcières? On n'est plus à Halloween. C'est Noël! Et oui! Mais n'oublions pas toutefois qu'il existe des sorcières de Noël, comme en Italie, la Befana, qui est une sorcière souriante. Très gentille! Oui, parce qu'elle apporte des bonbons et des cadeaux aux enfants le jour d'Épiphanie. C'est un peu après Noël, mais on va en revenir à notre rue des Masques et à la relation de cet endroit mystérieux avec le jour de Noël. Et c'est là que notre conte commence. Parce que parmi toutes ces légendes qu'on racontait autrefois dans la région, sur la rue des Masques notamment, on disait aussi que, pendant la nuit de Noël, les sorciers perdaient leur pouvoir et qu'ils se cachaient pour ne réapparaître que le lendemain soir. Et à cette occasion, le bruit courait que les riches trésors amassés et tout l'or fabriqué par les sorciers pendant leur cérémonie étaient cachés dans le flanc de la montagne. Et ces trésors devenaient accessibles la nuit de Noël, parce que pendant les 12 coups de minuit, la grotte où ces richesses étaient enfermées s'ouvrait, quelques instants seulement, juste les 12 coups de minuit, laissant libre cours à chacun de venir emporter sa charge d'or. Mais gare à celui qui ne se retirait pas avant le dernier coup de minuit, parce qu'il serait enseveli avec toutes les richesses de la montagne. Aussi, il y a de cela plusieurs décennies déjà, à Églier, le village d'en face, vivait une pauvre femme qu'on appelait Marguerite, qui s'appelait Marguerite Oliron. Elle avait épousé un garçon sans fortune, qui était parti tenter sa chance aux Amériques avec les marchands d'aiguilles dans le Queyras. Eux, ces marchands qui revenaient enrichis au point de se construire de si jolies maisons, il avait voulu partir lui aussi, dans l'espoir de faire fortune dans ces pays lointains. Alors si Marguerite, elle avait reçu quelques lettres de son mari dans les premiers temps, elle finit par ne plus rien savoir de son époux, jusqu'au jour où elle a reçu la mauvaise nouvelle qu'il avait trouvé la mort au Mexique, terrassé par des fièvres, sans la moindre fortune. Aïe. Elle se retrouvait donc seule et dépourvue, avec son unique fils, Charles, qui se mourait de privation. Noël approchait, et elle entendit parler de l'or des sorciers et des trésors de la rue des Masques pendant une veillée. Alors elle se convainquit de se rendre là-bas, le soir de Noël, et un peu avant la messe de minuit, elle partit avec son fils dans les bras. Elle franchit le Guil au pont du Simoust, elle remonta la pente escarpée et elle pénétra dans cette fameuse rue des Masques. Alors, le silence était assourdissant, l'obscurité terrifiante, et malgré la neige et le froid, en serrant son enfant contre elle, elle surmonta sa peur et elle s'avança parmi les ombres de ces hautes parois rocheuses. Son cœur battait la chamade, mais elle avançait lentement,
frissonnante de froid et de frayeur, quand au premier coup de cloche égrené par le clocher, par l'église d'Églier, qui était juste en face, sur l'autre versant, elle entendit comme un bruit métallique dans la roche, qui finit par s'ouvrir en un souffle pour déceler les 1000 trésors qu'elle contenait. L'or scintillait dans la pénombre, et c'est alors qu'elle rentra dans la grotte, posa son fils à terre, et laissa couler entre ses doigts les pièces d'or qui s'entassaient là, innombrables. Qu'est-ce qu'il y en a ? Mais aveuglée par autant de richesses, elle n'eut pas le temps d'en remplir son panier qu'elle avait laissé dehors, que le dernier coup de minuit sonna en même temps que se refermait la roche, engloutissant son enfant. La pauvre Marguerite, elle crut devenir folle de douleur et de désespoir. Elle appelait son fils, frappant un grand coup sur le rocher, mais en vain. Alors chaque soir, elle retournait à la rue des Masques pour appeler son enfant à s'en fendre la voix de chagrin. Parfois, elle tombait évanouie à terre à cause de la fatigue, complètement inanimée. Et alors, elle se retrouvait, le lendemain, sur son lit, un petit pain posé sur la table, comprenant que quelques sorciers avaient peut-être eu, par pitié, pris soin de la ramener chez elle, endormie et inconsciente. Ça dura ainsi pendant une longue année. Combien le Noël suivant fut long à arriver. Mais cette fois, elle était là, bien avant l'heure, impatiente de savoir ce qu'il en était de son enfant, morfondue par le doute. Est-ce qu'elle allait le retrouver ou non ? Quand sonna le premier coup de minuit, la grotte s'ouvrit et elle aperçut son fils, tout frais et rose, assis sur le tas de pièces d'or. Elle s'élança pour se saisir de lui et elle l'emporta au plus vite, heureuse d'avoir retrouvé son vrai trésor. Waouh! Voilà. Donc c'était une légende qui était autrefois racontée pendant les veillées d'hiver et qui a été retranscrite notamment par Tivolier et Isnel dans leur monographie du Queyras qui date de 1938. Et ils tenaient cette histoire d'un récit qui avait été recueilli sur une feuille volante écrite par une écolière de Guillestre qui, elle, tenait ce conte de son grand-père. Donc bon, je pense que ça remonte en tout cas au 19e siècle, peut-être avant, on ne sait pas si histoire vraie ou pas. Une jolie histoire avec la magie de Noël qui approche. Exactement. Ouais. Voilà, on en trouve une autre version aussi qui a été recueillie par Benjamin Abrard, dit Joli Cœur. Et donc il y a d'autres versions de cette histoire qui se retrouvent ailleurs en France. Parce qu'un jour, quand j'étais gamin, j'étais allé dans le Berry et j'avais assisté à une soirée avec un conteur et il avait raconté une histoire très proche de celle-là, avec un rocher aussi qui s'ouvre, des trésors et une femme qui oublie son fils dedans. Donc c'est du, on va dire, peut-être, voilà, du folklore, folklore paysan. Voilà. Mais en tout cas, le site de la rue des Masques, il peut se visiter, hein, l'endroit existe. C'est même devenu un site d'escalade, une promenade agréable en été pour ceux qui recherchent un peu de fraîcheur. Et en plus, ça offre une vue imprenable sur Mont-Dauphin et le Guil en contrebas. Voilà tout ce que je peux vous raconter à ce sujet. Merci beaucoup, Nicolas. Ben, de rien. Un plaisir de partager un petit peu cette histoire, hein, à l'occasion de Noël. J'espère que ça aura plu. Et en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés un petit peu par découvrir mon modeste travail, j'ai un compte TikTok qui s'appelle Escarton, donc E-S-C-A-R-T-O-N-S, où je partage un peu soit des vieilles histoires comme ça, soit tout ce qui touche en fait au patrimoine. Patois, il y a aussi du langue patois locale. oui. Exact. J'ai appris le patois avec mon grand-père et je fais aussi des petites vidéos en patois, étant donné qu'il y a plus grand monde qui le parle. Je mets des sous-titres pour aider à comprendre. Donc c'est du patois de Briançon, là, en l'occurrence. Pas du Et patois d'où est venue cette passion, cet amour du patrimoine ? Ben, tout est parti du patois en fait. Moi quand j'étais petit, j'entendais mon grand-père, qui était de 1917, hein, c'était avant la guerre. Et donc lui avec ses collègues, je l'entendais parler patois et puis ça me fascinait, on va dire. Qu'est-ce que c'est que cette langue ? Qu'est-ce qu'il dit ? Puis j'ai commencé à lui demander comment on dit ça. Puis bon, avec les années, avec le temps, lui il était ravi de m'apprendre des mots, Et puis j'ai commencé à éveiller, on va dire, mon intérêt pour les langues étrangères, parce que j'ai fait de l'italien, de l'espagnol, de l'anglais.
Et puis après, moi, à chaque fois que j'allais le voir, on commençait à discuter. Je m'essayais à parler avec lui. Et avec le temps, on ne parlait plus que patois ensemble. Wow. Donc jusqu'à presque son dernier souffle, hein, il m'a toujours, chaque fois qu'il me revoyait, il me disait je me suis souvenu d'un mot. Donc il a un peu enrichi. Je parle peut-être pas aussi bien que lui, mais en tout cas il m'a transmis sa langue, la langue de ses ancêtres aussi. Hein. Et donc aujourd'hui je détiens un trésor familial, on va dire, un trésor patrimonial que j'essaye de mettre en valeur maintenant que presque plus personne ne le parle. Aussi. Éventuellement de le transmettre, même si l'intérêt pour les patois est pas... On ne parle plus tous les jours. On ne parle plus tous les jours, mais il n'y a personne avec qui parler, c'est compliqué. Donc j'essaye un petit peu en racontant, parce que moi ça m'a ouvert un petit peu sur notre histoire, sur notre patrimoine, sur un petit peu toute la région. Et puis les régions voisines aussi, parce que quand on commence à s'intéresser au Briançonnais, on s'intéresse au Queyras, on s'intéresse à l'Oisans, à la Savoie, aux vallées italiennes derrière. Voilà, j'essaye un petit peu de transmettre ma passion, que ce soit en patois ou en français, ou dans d'autres patois des fois que j'essaye de prononcer comme je peux, du mieux possible. Parce que après, moi je me suis orienté dans ce domaine-là. À l'université, j'ai fait de la linguistique. J'ai étudié après de la dialectologie. Donc, je me suis spécialisé dans tous les patois des Alpes, en fait, que ce soit du 04, 05, la Savoie, le Piémont. Comment on dit la rive des masques, du coup, en... La Ciariello du Masque. Pas mal. Merci, Nicolas. De rien. C'est un plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt, j'espère. Pour de nouvelles émissions. On rappelle ton TikTok. Donc Escarton. Comme la République des Escartons. Et voilà. Pour découvrir de jolies histoires et découvrir mes le petites patrimoine. Vidéos. Merci. De rien. Restez avec nous maintenant sur KTB Radio. Nous entendrons Frère Joseph qui nous parlera des traditions de Noël. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Frère Joseph, un homme d'église du Briançonnais. Bonjour. Bonjour, alors en cette période de l'Avent de Noël, nous sommes dans le 4e mystère de Noël. Nous allons commencer par vous raconter les 5 mystères joyeux. Donc quels sont ces mystères joyeux ? Alors le premier est le mystère de l'Annonciation de l'archange Gabriel à Élisabeth. Élisabeth qui, âgée de 72 ans, a dit à l'archange Saint Gabriel « Je ne peux pas enfanter, j'ai 72 ans. » Et l'Esprit Saint lui-même comprit qu'il fallait choisir quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il s'est rendu en visitation à Marie pour lui annoncer l'annonciation dans laquelle elle allait annoncer le Verbe de Dieu. Le deuxième mystère est la visitation. Quand l'archange Saint Gabriel s'est présenté à Marie avec l'Esprit Saint, lui annonça qu'elle allait mettre au monde le Verbe de Dieu, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui lui fera des merveilles pour notre communauté et pour tous. La nativité. La nativité, Jésus est né dans une étable de Bethléem. À quelques heures près, nous le mettons à minuit, religieusement parlant. Et Jésus est né ce fameux 24 décembre au soir jusqu'au 25 au matin. Jésus est né, enfanté par l'Esprit Saint et la bienheureuse Vierge Marie qui donna naissance au Verbe incarné, où il reposa dans une mangeoire, car Jésus et Joseph étaient refusés dans chacune des auberges.
La nativité, eh bien la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ se passa comme prévu dans une auberge de Bethléem où il donna naissance au Verbe incarné de Dieu. La Vierge Marie l'enveloppa dans des linges et le posa dans la mangeoire afin qu'il puisse dormir. La présentation de Jésus au temple. La présentation de Jésus au temple signifie que Marie, étant consciente, ainsi que Saint Joseph, son époux, Jésus était vraiment le Verbe incarné de Dieu. Et la présence a été annoncée, la présentation de Jésus au temple a été annoncée à tous les peuples qui apportèrent différents cadeaux. Le recouvrement de Jésus au temple. Jésus, une fois Jésus, une nouvelle fois reconnu dans les temples, et a été reconnu comme le Verbe incarné. Je répète, le Verbe incarné est la parole de Dieu le Père Tout-Puissant qui a présenté son enfant avec la Vierge Marie. Et comment se fêter, donc maintenant qu'on a parlé des mystères joyeux, de ces 5 mystères joyeux, comment se fêtait Noël autrefois? Est-ce qu'il y a des différences avec nous à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, rien du tout n'a changé. J'insiste beaucoup là-dessus. Rien n'a été changé. Noël a toujours été Noël. Jésus a toujours été Jésus. Et la nativité a été toujours la nativité. Et à travers Noël, donc on a beaucoup de traditions, dont Saint-Nicolas, le célèbre repas de Noël, les 13 desserts dont on va parler tout de suite. Donc Saint-Nicolas, tout d'abord. Alors Saint-Nicolas est toujours, je tiens à le dire, le saint patron des pays de l'Est, notamment la Russie. Celui-ci se présente habillé tout de blanc avec une crosse. Et c'est à partir de cet instant-là que le Père Noël, comme tous les enfants l'attendent, se présente en rouge et blanc avec sa longue barbe blanche, sachant tout de même que Saint-Nicolas est toujours le saint patron de la Russie, des pays de l'Est, et représente le Père Noël en chef, si on peut le dire comme cela. Ensuite, on va passer aux 13 desserts, ces 13 desserts qui sont là depuis un moment. Oui, effectivement, les 13 desserts correspondent vivement à la passion de la naissance de Jésus, car Jésus, lors de son dernier repas, était très à table, qu'on nomme aussi le repas de la Sainte Pascale. Alors, pourquoi a-t-on peur du chiffre 13 ? Ce n'est sûrement pas parce que le dernier repas de Jésus, comme nous l'annonçons, s'appelle le 13 à table, les 13 fruits. Mais beaucoup de gens font d'amalgame sur le chiffre 13, alors que le chiffre 13 représente pour Jésus des mystères glorieux. Également, on a les chaussettes avec Saint-Nicolas, on a le sapin, le célèbre sapin de Noël, que l'on décore chaque année. Oui, effectivement, le sapin de Noël n'a pas été choisi pour rien. Parce que le sapin, dans la nature même, le sapin ne fane jamais, hiver comme été. Et c'est cet arbre-là qui a été choisi pour représenter la scène de Noël, comme tout chacun et de bons chrétiens le font. Également, on a l'assiette du pauvre à Noël. L'assiette du pauvre, justement, une chose vraiment très importante, le repas du pauvre. Chaque bon chrétien qui fête bien Noël
ajoute toujours un couvert à sa table pour représenter ce que l'on peut appeler aujourd'hui à l'église le repas du pauvre. C'est-à-dire, si vous êtes 4 à table à fêter la naissance de Jésus pendant le repas de Noël, rajoutez un couvert de plus pour accueillir le premier pauvre qui se présentera un soir de Noël chez vous, demandant une écuelle avec de quoi manger. Également, on a le calendrier de l'Avent. Alors le calendrier de l'Avent comporte plusieurs dimanches de la période de l'Avent de Noël. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes au 4e dimanche de l'Avent. Et cela continuera de chacun de repas, de chacun de dates, de chacune des messes, jusqu'au dimanche de Noël. Avec la célèbre messe de minuit. Évidemment, la célèbre messe de minuit, dans laquelle on chante, on rit, on partage, on s'embrasse, on se nourrit et on s'embrasse d'amour les uns les autres. Car voilà la venue du Messie, celui qui sauvera le monde. Également, on a souvent la célèbre crèche au pied du sapin. Évidemment, il y a la célèbre crèche au pied du sapin, représentant la naissance de Jésus à Bethléem, qui fut une fois mise au monde, a été enveloppée de linge et couchée dans une mangeoire, car les aubergistes refusaient toujours l'entrée à Marie et à Saint-Joseph dans leur établissement. Et c'est pour cela que Jésus est né dans une étable à Bethléem le soir de Noël et couché dans une mangeoire. Et on a aussi dans cette crèche les célèbres rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard. Oui, bien sûr, Melchior, Balthazar et Gaspard furent les 3 rois mages qui ont suivi l'étoile du berger, qui les conduisit au lieu même où Jésus était né. Et ces 3 rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, ont chacun apporté des présents. L'un présenta des épices, l'autre la soie et l'autre les parfums de Noël. D'où voilà ces cadeaux. Et on a également la bûche à Noël. Donc maintenant on la mange, mais à l'époque c'était une bûche en bois. Effectivement, cette bûche était toujours à l'époque. Dans les anciens temps, cette bûche était représentée par une bûche que l'on mettait dans la cheminée. Cela existe toujours, bien sûr, merci Seigneur. Et aussi, cette bûche représente le dessert de Noël, c'est-à-dire la sainte bûche glacée ou pâtissière que l'on mange, représente la bûche que l'on mettait dans la cheminée pour enfin dire merci à Dieu pour la bienvenue du Sauveur sur la terre. Merci beaucoup, frère Joseph. Je vous en prie, tout cela est tellement magnifique, superbe, joyeux, et que Dieu vous garde dans sa sainteté. Merci beaucoup. Bonne fête à tous, bonne fête à vous.